Et voilà, on revient directement en studio 1 pour poursuivre nos échanges, nos rencontres. C'est déjà la dernière table ronde. Il faut dire qu'on a quand même démarré hier matin dès 9 heures. Ça a été particulièrement riche. On a eu le droit à de nombreux échanges. Si vous les avez manqués, il n'y a pas de problème puisque tout cela sera disponible évidemment en replay à partir de lundi prochain. Alors pour cette dernière table ronde, on a recentré finalement dans ce studio 1. On est parti du très général, du très global, et puis on a resserré la focale vers l'individuel. Et maintenant, on questionne justement la notion de parcours et de participation individuelle, d'empowerment, de pouvoir d'agir, d'autodétermination, d'émancipation, mais parfois aussi d'injonction à une certaine norme. Et c'est justement toutes ces questions, entre autres, dont nous allons débattre et discuter avec vous, car j'ai la chance d'avoir donc 3 intervenants. Catherine Neveu, est-ce qu'elle me reçoit, Catherine Neveu? On l'a pas encore, Catherine Neveu, mais on l'aura. Émilie Sarrazin? Alors Émilie Sarrazin, je vous vois, mais malheureusement, je vous entends pas encore. Est-ce qu'on peut se refaire un petit essai? Ah bah je veux bien parler. Est-ce que là, ça marche? Et là, ça marche. Et là, ça Ah bah marche. super. Voilà. Merci beaucoup, Émilie Sarrazin. Vous êtes directrice du réseau Ville. Merci d'être avec nous. On a aussi Jean-Luc Simon, si c'est bien connecté et s'il nous entend. Tout à fait. Merci, bonjour. Bonjour, d'un jaune flamboyant juste derrière vous. Vous êtes vice-président du CNCPH, commission spécialisée Europe et internationale, et cofondateur du GFPH, entre autres, parce que vous avez de multiples casquettes, Jean-Luc, et on en parlera tout à l'heure. Et puis on va peut-être attendre Catherine Neveu. Je vais voir du côté de la technique, si jamais elle arrive à se connecter, mais on va mettre une équipe à disposition pour essayer de récupérer Catherine Neveu. Et je rappelle que si Catherine Neveu n'est pas encore là, vous, chers internautes, chers spectateurs, on compte toujours sur vous pour que vous puissiez poser vos questions. Jacques Guyard, vice-président des PEP, ancien ministre, comme on l'a dit dans la table précédente, sera là pour recueillir vos propos et bien sûr les transmettre à nos intervenants. Alors si je dis ancien ministre et qui fait sourire, c'est parce qu'il faut suivre les événements. Dans la table ronde précédente, on a eu tout un débat là-dessus sur la question des ministères et du gouvernement. Bon, allons-y donc ensemble. Merci à vous deux déjà d'être présents, Émilie Sarrazin et Jean-Luc Simon. Alors, on va commencer par vous, Émilie Sarrazin. Le réseau Ville que vous dirigez, c'est quoi ce réseau Ville? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les contours, le périmètre de ce réseau et les fonctions? Alors, quelque chose de tout à fait surprenant, c'est que du coup, je me vois parler, je m'adresse à moi-même, donc je vais juste faire quelque chose de... Voilà. En fait, Réseauville, c'est une association qui est un centre de ressources politiques de la ville. Donc nous, on est basé sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Et on a pour objectif d'étudier et d'accompagner les dynamiques des quartiers prioritaires de Bretagne Pays de la Loire. Donc nous, notre spécialité, entre guillemets, sont les quartiers politiques de la ville, dits quartiers populaires, qui sont donc définis par un taux de pauvreté et par une densité particulière, voilà, en Bretagne Pays de la Loire. À ce titre-là, et c'est pour ça que je suis invitée, je vous remercie ici, on accompagne et on forme les conseils citoyens qui sont des instances obligatoires depuis la loi de 2014, mais j'y reviendrai. Merci beaucoup. De rien. Justement, donc vous êtes totalement pertinente et vous avez un avis précieux sur la manière dont l'engagement peut se mettre en place au sein des territoires et comment on arrive à générer justement cette participation de tous. Oui, absolument. Alors, nous, comme je vous disais, on travaille vraiment sur la dynamique des quartiers populaires et sur la question de la participation des habitants dans les quartiers populaires. Et on a centré vraiment notre analyse sur les conseils citoyens qui sont depuis 2014 des instances obligatoires. Il faut savoir que, mais Catherine Leveux ne le dira largement mieux que moi, la question de la participation des citoyens, particulièrement des citoyens de ces quartiers-là, c'est un serpent de mer depuis très, 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 très longtemps. Ça fait, je pense que depuis la fin des années 70 qu'on en parle, ça fait depuis la fin des années 70 qu'on essaye de faire en sorte que ce fameux
fameux temps des habitants, comme l'avait nommé, comme il avait été nommé dans le rapport du Bedou, soit intégré comme étant dans le processus, et y compris de démolition, reconstruction et accompagnement des politiques publiques dans ces quartiers, mais que finalement, ça ne s'est jamais vraiment fait, créant de ce fait quelques frustrations. Ça, c'est la première chose. Et donc, depuis 2014 et ce qu'on appelle la loi Lamy, en fait, elle s'appelle la loi Lamy, depuis 2014, est inscrit dans la loi l'obligation d'avoir des conseils citoyens dans les quartiers populaires. Des conseils citoyens qui sont nommés, c'est une instance qui est validée par arrêté préfectoral, ça, on pourra y revenir, et qui ont deux grands collèges, on va dire un collège des associations et un collège des habitants qui est tiré au sort. Et là, il y a d'ailleurs, à mon avis, une petite étincelle démocratique, pas si facile que ça à assumer, mais une petite étincelle démocratique de tirage au sort. Mais juste, je voulais aussi dire, avant de vous rendre la parole, c'est que on parle beaucoup de participation, mais il faut savoir aussi que la participation, et particulièrement dans un quartier populaire, elle se fait, elle existe. Elle est peut-être pas si visible que ça, elle est peut-être pas forcément comprise. Effectivement, il y a peut-être moins de personnes dans les participations dites institutionnelles, et on reviendra sur cette question de la participation institutionnelle ou pas. Mais la crise sanitaire, et là, on l'a vraiment observé dans les quartiers populaires, la crise sanitaire nous a montré que dans ces quartiers, il y avait une participation qui est du domaine de la solidarité, de l'accompagnement des personnes, de la relation à l'autre, etc., etc. Donc, la question de la citoyenneté et de la participation est véritablement à distinguer, en tout cas de ce que, du fait d'agir en tant qu'habitant de ces quartiers. Et puis après, nous, on a étudié à Réseauville toutes on va dire les déclics de participation, les bonnes pratiques, les choses à pas rater, les choses qui peuvent effectivement, et j'ai été très sensible à ce que nous ont dit les deux militantes de l'accueil dans le quartier, je n'ai pas retenu leur nom, mais très sensible à ce qu'elles ont dit sur la question de la manipulation, etc. Parce que ça peut passer, on peut passer d'un côté comme de l'autre assez rapidement. Et donc, il faut être assez... en tout cas, il faut être très attentif à ça, quoi. Merci beaucoup. Puis vous nous avez suscité en tout cas l'envie de comprendre un peu mieux les déclics dont vous parliez, parce que justement, Ouais. on est aussi là pour essayer de partager les bonnes pratiques et comment on arrive à favoriser ces déclics démocratiques ou tout simplement ces déclics d'engagement, de participation. Ça va être très intéressant de pouvoir les détailler avec vous. Et puis vous avez aussi esquissé la question du tirage au sort, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et je pense que c'est intéressant aussi d'en questionner les bénéfices et peut-être les limites à voir ensemble. Jean-Luc Simon, même question, on va dire, de présentation. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des multiples casquettes. Vous pouvez nous expliquer peut-être déjà ce que c'est que le CNCPH et son périmètre de compétences, et peut-être enchaîner à côté, au travers de vos différentes fonctions. Oui, bah écoutez, merci. Je vais essayer de rattraper le thème de ça. C'est effectivement un peu bizarre d'avoir à s'auto-parler. Alors, il y a peut-être possibilité de Voilà, regarder la mosaïque ou je sais derrière, pas. je vois au moins Émilie Sarrazin et la photo de Pascal Ancel. Ça me fait des interlocuteurs et interlocutrices. Parce que sinon, effectivement, c'est un écho bizarre. Oui, puis surtout dans notre société que l'on dit si individualiste, qui a parfois tendance à se regarder elle-même, alors que c'est pas du tout nos valeurs. Je vous comprends, c'est pas très agréable. Là, on est en plein auto-congratulation ou je ne sais quoi. Mais c'est pas grave. C'est très bien. C'est une nouvelle expérience. Ça fait partie de l'imprévu. Et l'imprévu, c'est notre quotidien en ce moment. Alors pour revenir Ah, sur nos fondamentaux, le dites-nous alors. CNCPH. Le CNCPH. Donc lui est pas imprévu. Il a été établi par la loi de 75, revu en 2005 évidemment, et relancé dans les années suivantes. Parce que entre 75 et 2005, il n'avait pas vraiment fonctionné. Il avait une fonction plus. En tout cas, il n'avait pas fonctionné. Je ne trouve pas mes mots là-dessus. Donc maintenant, il est remis en route avec une vraie dynamique. Et c'est une dynamique qui s'inscrit, et ça, je suis très content de le faire. Moi, je suis investi au niveau du CNCPH. J'assure la présidence de la commission questions européennes et internationales et application des conventions, les conventions des droits de l'homme en général, les différentes conventions qui existent.
Donc, je découvre un peu cet aspect institutionnel. Moi, je suis formé par une action médico-sociale et associative surtout. Et je découvre le fonctionnement institutionnel du CNCPH en le manipulant. Hein. J'apprends par l'expérience, finalement. Ça, c'est mon cheval de bataille sur le versant associatif et militant. Je représente différentes associations, effectivement, pas au sein du CNCPH. Au sein du CNCPH, je suis personne qualifiée. J'ai été nommé sur CV, quoi, hein, sur ma production antérieure, mes productions antérieures et mon investissement. Donc ça, c'est la nouvelle formule du CNCPH qui était composée avant la dernière mandature, cette mandature-là, qui était composée d'associations, qui avaient un certain nombre de collèges associatifs, et il y avait des syndicats, les associations familiales. En tout cas, bon, il y avait un certain nombre de représentants de la société civile en général, auquel a été ajouté dans cette dernière mouture, dans cette mandature, sur le souhait de la présidente précédente, Dominique Gillot, auquel a été additionné, et du rapport Radian, excusez-moi, hein, c'est le rapport de Catherine Radian, de Madame Radian, qui a lancé les choses. C'est donc a été ajouté, excusez-moi, a été ajouté un comité des personnes qualifiées, c'est-à-dire que ce sont des personnes en situation de handicap et ou professionnels, ou en tout cas très experts sur la question. C'est une réunion d'experts en situation de handicap et non, qui ont d'autres champs d'expérience. Tout ça pour essayer de renforcer. Il y a environ 160 membres au CNCPH, et il n'y avait pas jusqu'à présent une présence assez effective des personnes en situation de handicap. Donc ces personnes compétentes-là ce collège-là a été ajouté au CNCPH pour encourager, renforcer la participation effective des personnes en situation de handicap et des acteurs finalement de l'insertion, qu'ils soient parents ou professionnels particulièrement investis. Donc voilà un peu l'état du CNCPH. Nos champs de compétences, il s'agit de regarder un petit peu tout ce que le gouvernement produit finalement, en termes de législatif surtout. Donc si on voulait remplir notre rôle à plein, il faudrait que tout ce qui sort du gouvernement puisse nous passer sous notre analyse, ce qui est loin d'être le cas, et heureusement, parce qu'on n'en a pas les moyens pour l'instant. Donc pour l'instant, nous travaillons sur vraiment les législations plutôt spécifiques en termes d'accessibilité, en termes d'aide personnelle, de vie institutionnelle, de vie dans les établissements ou du financement des établissements, de fonctionnement de la CNSA, enfin bon, d'un grand nombre de choses, avec des compétences qui vont s'étendre au fur et à mesure, qui devra embrasser finalement tous les secteurs de la société. Donc ça donne une espèce d'outil qui devient un peu gigantesque. Donc là, pour l'instant, forcément, nous sommes concentrés sur ce qui concerne particulièrement les personnes en situation de handicap en termes d'accessibilité. Alors, tout ce qui concerne le transport, finalement, nous concerne beaucoup. Tout ce qui concerne l'habitat nous concerne beaucoup. Tout ce qui concerne, évidemment, toutes les structures spécialisées, mais pas seulement. Hein. C'est qu'un seul lieu de vie, notre lieu de vie et notre environnement, c'est la société dans son ensemble. Donc forcément, tout nous concerne un petit peu. Donc, il faut qu'on se mêle de tout. Donc, nous sommes un peu agaçants finalement pour ça, parce que d'autant plus que le CNCPH a une capacité d'autosaisie. C'est-à-dire que nous avons la capacité de nous autosaisir d'un dossier quand nous en avons connaissance, par quelque biais que ce soit, puisque nos membres sont des associations et un certain nombre d'acteurs du milieu, donc qui ont forcément des informations diverses et variées. Et en fonction de ça, l'un ou l'autre peut nous saisir, en tout cas peut entamer une procédure pour convaincre le CNCPH de s'emparer d'un texte de loi, d'une initiative parlementaire, de quelques projets que ce soit, pour émettre un avis ou avoir une initiative. Donc voilà un petit peu je pourrais en parler beaucoup plus, mais... Non, mais c'est déjà très bien, Jean-Luc, et je retiens effectivement cette capacité de s'autosaisir. Et ça, j'imagine que c'est quand même un vrai pouvoir du CNCPH de pouvoir réussir finalement à se donner ses propres moyens pour pouvoir rendre un avis sur une loi, sur une proposition de loi. Et ça, c'est quand même une véritable force d'action. Je crois, puisque vous avez dit tout à l'heure,
Jean-Luc Simon, qu'aujourd'hui, il fallait faire face aux aléas de la situation et aux imprévus. C'est vrai que la crise sanitaire nous a appris à vivre avec les imprévus. Et il y en a un aussi imprévu pour cette table ronde, puisque je viens d'apprendre que Catherine Neveu est malade et ne pourra pas se rendre à nos échanges. Mais réagir, rebondir, s'adapter, est-ce que ce n'est pas le sens de toute façon de l'engagement sur les territoires? C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Justement, Émilie Sarrazin, puisqu'on parle d'adaptation face aux imprévus, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir cette crise sanitaire qui est maintenant là depuis 1 an. Comment vous, au sein de vos quartiers, de vos villes, quel a été l'impact de la crise sanitaire? Vous avez presque évoqué tout à l'heure un bénéfice, un petit bénéfice dans la solidarité, mais j'aimerais que vous nous expliquiez quel a été l'impact, positif ou négatif, de cette crise sanitaire sur votre travail et votre engagement. J'ai envie de dire sur mon travail, c'est pas très, très intéressant, mais en revanche, comme je vous dis, sur les territoires, sur lesquels nous sommes amenés à travailler, la crise sanitaire, elle a été, comment dire? Enfin, il faut le reconnaître, quoi, la crise sanitaire, dans beaucoup d'endroits, enfin, les quartiers ont été les premières cibles, on va dire, les premiers impactés par la crise sanitaire à plein de niveaux, parce que la densité, parce que les situations de vie, parce que les situations économiques, etc. On a vu que la question alimentaire s'est posée dans les premières semaines de la crise sanitaire, et ça a été très, très fort, y compris dans les quartiers populaires. Et comme je vous disais, pour des raisons qui sont notamment des raisons économiques, parce qu'il y a plein de dynamiques qui se jouent autour de ces questions-là. Alors, moi, j'ai tendance à être très optimiste, mais il faut reconnaître que la période n'engage pas vraiment. Ce qu'on a pu voir, et nous, on a été très attentifs à la façon dont, justement, ce qu'on appelle, alors c'est un mot qui est très galvaudé en ce moment, mais ce qu'on peut appeler une forme de résilience, c'est-à-dire une capacité à résister à un choc, en fait, on va dire les choses comme ça, dans les quartiers populaires, a été extrêmement impressionnante pour moi. J'ai le souvenir d'être allée filmer des crêpières à Kervénanec, donc c'est un quartier à Lorient, qui, pendant la crise sanitaire, ont fait ce qu'on appelle tourner les biliques pour proposer des crêpes, en fait, à des personnes, et plus précisément pour identifier les personnes qui étaient dans des situations compliquées, des situations économiques, des situations de solitude, des situations, enfin toutes ces situations-là pour identifier les enfants. Et donc on voit bien qu'en fait se sont joués dans les quartiers à cette échelle-là. La dame tout à l'heure qui était interrogée disait que c'était un village. À cette échelle-là, en fait, il y a vraiment eu une espèce de résistance qui s'est mise en place, et qui est une résistance qui s'est, voilà, qu'on peut vraiment reconnaître comme étant tout à fait particulière à ces territoires-là. Et moi, on en a filmé beaucoup, on est allé en voir beaucoup, et je dirais pas que, et jamais vous m'entendrez dire que la crise sanitaire a été un bienfait pour les quartiers. En revanche, leur capacité à résister a été très forte. Non, non, bien sûr, loin de là, je crois que personne ici, encore moins, puisqu'on est obligé de vivre cette situation en distanciel, ne pourrait imaginer Ouais. qu'il y a eu des bienfaits. Mais ce que vous évoquez me fait penser au baromètre Kantar qui a été détaillé par Emmanuel Rivière hier au sein des PEP. Il a expliqué que le sentiment d'inégalité était moins fort dans la perception des Français. Et ça me rappelle ceci, c'est que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins d'inégalités, c'est juste qu'à partir du moment où on a tous vécu en situation collective un moment de fracture, un moment de rupture, un moment de crise, eh bien ça s'est un tout petit peu rééquilibré et on s'est tous dit finalement on est tous confrontés quelque part au même problème et donc c'est comme si ça avait remis un niveau d'une certaine manière ces inégalités. Je pense que ça rejoint l'analyse que vous venez d'en faire. Jacques Guyard. Tout à fait. En fait, on n'entend pas. C'est normal, il n'y avait pas de micro. En vous écoutant et d'accord. en écoutant votre expérience à tous les deux, ça rejoint ma propre expérience de militant associatif d'un côté et pendant 20 ans de maire d'une ville moyenne de l'autre. Nous avons 2 niveaux de participation. Un niveau institutionnel important, représentatif, solidement organisé, que vous venez d'élargir aux personnes en situation de handicap et qui, je l'ai vu de près, fonctionne de manière cohérente, avancée. Et puis une représentation qui est quand même plus fragile, plus le tirage au sort, plus les associations du quartier, avec, on le constate un peu partout, une certaine tendance à l'usure, avec des gens qui disparaissent. Et comme on vient de parler de crise, je crois qu'il y a besoin vraiment
de joindre les deux, c'est-à-dire d'avoir le travail institutionnel, la loi Lamy, le CNCPH, et de saisir les moments de crise pour voir émerger des gens qu'on n'avait pas vus avant. Moi, je sais que dans ma ville, les meilleurs moments de participation sont nés de crises où d'un seul coup, j'ai vu sortir des dizaines de gens qui souvent râlaient, mais qui, au bout d'un certain temps de conversation, de discussion, sont devenus des partenaires qui n'étaient pas organisés institutionnellement, mais qui représentaient réellement la vie de leur quartier ou de leur école ou de leur etc. Comment vous articulez les deux? Ben, si je peux me permettre juste de rebondir tout de suite, si ça vous dérange pas, Monsieur Simon. Allez-y, allez-y. Ok. En fait, je trouve que ce qui est très, ben justement, il y a une question d'articulation parce que la vraie question pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on fait partie, pourquoi on parle de participation? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce que d'un coup, enfin, pourquoi est-ce que depuis 30, 40 ans, on parle de participation? Et finalement, il y a deux grands courants et souvent, on a tendance à les opposer. Or, ils sont pas forcément opposables, on va dire les choses comme ça. Il y a le premier grand courant qui pourrait dont on pourrait considérer qu'il sert de complément à la démocratie représentative. C'est-à-dire, je fais participer les gens pour rendre légitime l'action publique. Ça, c'est un premier courant. Et il y a un deuxième courant qui est plus le courant, on va dire, un peu radical, mais enfin, je veux pas employer radical à toutes les sauces, mais qui est globalement pour rééquilibrer une forme de système de pouvoir et donc qui assume dans ce courant des contre-pouvoirs, ce qu'on appelle l'empowerment, ce qu'on appelle le fait de l'émancipation des individus. Et souvent, en fait, on considère que ces deux courants s'opposent. Mais dans les faits, et y compris dans les conseils citoyens, qui sont, comme vous le disiez si bien, qui sont plutôt du premier courant, c'est-à-dire on l'inscrit dans la loi, etc., etc. Mais dans les faits, on s'aperçoit que tout ça, c'est de la dentelle, de la haute couture, et qu'il est possible que, je parlais du tirage au sort tout à l'heure, que malgré le fait qu'un conseil citoyen soit plutôt du premier courant, si vous me comprenez bien là-dessus, donc d'un courant plus légaliste, institutionnel, etc., eh bien parfois des tirés au sort vont se révéler parce qu'ils ont été tirés au sort. Et donc nous, ce qu'on essaye de travailler en fait, est justement cet équilibre-là qui est important et qui nécessite d'avoir les bonnes intentions, la vraie sincérité et la véritable confiance. Et pour moi, ces trois mots-là sont des mots essentiels quand on parle de participation, que ce soit de la participation dite institutionnelle, le conseil de quartier que ma ville organise, le conseil de la citoyenneté des étrangers que ma ville organise, mais aussi des formes de participation qui sont, on va dire, un peu plus à côté et un peu plus en marge, un peu moins cadrées, etc. Pour moi, tout ça se rejoue, tout ça peut converger, mais pour ça, il faut avoir des règles, y compris des règles de posture. Je rebondis juste 2 secondes sur le tirage au sort parce qu'on en a parlé ce matin avec, et après je vous donne la parole bien sûr Jean-Luc Simon, on en a parlé avec Grégoire Frati qui était un citoyen engagé dans la Convention citoyenne pour le climat. Et c'était passionnant parce qu'on a vu dans ses propos son engagement, sa conviction, son implication, alors qu'il nous avoue, moi j'y connaissais rien au climat, mais je n'y connaissais rien. On pouvait même comprendre que ça ne m'intéressait pas. Mais quand on m'a confié une responsabilité, quand on m'a dit maintenant ça va être toi de proposer des mesures, il s'est senti investi d'une mission, il a travaillé et là on a l'impression qu'il connaissait les problématiques écologiques depuis 15 ans. Donc là on comprend les vertus du tirage au sort, mais je pense que par les vertus du tirage au sort, il faut comprendre en miroir ce qui ne va pas aussi avant, c'est-à-dire comment on n'est pas tous finalement impliqués de facto et pourquoi on a besoin d'avoir recours à un artifice, c'est un artifice le tirage au sort, pour se sentir impliqué, pour se sentir investi. Jean-Luc Simon, est-ce que vous avez un avis peut-être sur le tirage au sort, puisque c'est quand même une pratique dont on parle beaucoup, et en tant que personne engagée sur la participation, quel est votre avis sur le tirage au sort, cette modalité-là de désignation? C'est-à-dire que le tirage au sort, je dirais que les personnes en situation de handicap, les personnes dites handicapées, quand vous êtes porteur d'une déficience quelconque ou d'une incapacité, vous avez été tiré au sort finalement. Et d'ailleurs, le terme handicap lui-même est né d'un tirage au sort. Le handicap est la façon dont on tirait au sort les chevaux qui seraient, en tout cas le surpoids qui leur serait donné, c'est-à-dire la charge supplémentaire qu'on allait mettre sur les meilleurs chevaux. Donc, les personnes handicapées sont les meilleurs chevaux tirés au sort
qui tire au sort et qui leur a fait rencontrer cette difficulté-là. Donc on est complètement en phase et finalement le tirage au sort, il fait partie de notre vie. Et effectivement, comme de nombreux personnages, hein, même qu'ils soient élus, parce que ça arrive à des élus aussi, hein, on se révèle avec la fonction. La fonction réveille l'homme ou la femme. En tout cas, la fonction fait la personne finalement parce qu'elle se révèle à ce moment-là, en fonction de ce qu'elle est, de là où elle vient et toute son histoire. Et ça peut être très surprenant. Euh, donc on est vraiment dans quelque chose qui est très, très, très similaire. En tout cas, moi, c'est ce que ça appelle en termes de à quoi ça fait écho dans mon expérience. Ouais, c'est très intéressant d'avoir cette image-là et on voit justement la transformation que vous en faites. C'est-à-dire qu'on pourrait justement se dire n'être handicapé, ça peut être perçu comme avoir eu le mauvais tirage quelque part, mais avec l'analogie des équestres et des chevaux, on comprend que c'est justement parce que peut-être inconsciemment, indirectement, vous étiez les meilleurs, donc vous êtes capable de résister à cet handicap et à cette charge-là, et qu'il va falloir le En, faire. en sachant que notre réalité, la réalité de la vie avec une déficience, euh, et quelque part, on est obligé, on est acculé. Si nous voulons vivre la vie comme nous le souhaitons, c'est-à-dire vivre ce que nous avons décidé de faire et nous y engager et le faire, aller là où on veut, choisir le métier qu'on souhaite, enfin essayer de se développer comme chacun d'entre nous peut être amené à le faire en toute liberté. Il faut que nous soyons meilleurs. C'est-à-dire que ça nous oblige à être meilleurs que les autres. Pas que les autres, mais en tout cas à être meilleurs. Il faut que nous nous dépassions sans arrêt. C'est du dépassement quotidien. Et donc, il faut que nous fassions souvent plus avec moins, c'est-à-dire avec moins de ressources parce que des incapacités supplémentaires, des barrières supplémentaires, des parcours très compliqués. Donc, c'est vraiment une illustration, c'est vraiment les meilleurs chevaux. Si nous n'étions pas les meilleurs chevaux, nous sommes obligés de le devenir finalement, hein. Et donc, de toute façon, au bout du compte, nous sommes... Alors, il faut pas que ça devienne caricatural, mais finalement, le fait de se sentir le meilleur, c'est aussi ce qui permet d'avancer. Donc, moi, j'encourage toutes les personnes en situation de handicap à se sentir les meilleures. Je pense qu'elles le sont parce qu'elles ont toutes développer des choses, finalement, des talents dont elles n'ont même pas conscience. Finalement, elles ont tellement appris à faire plus avec moins, elles ont tellement appris à se bagarrer et à se dépasser, sur qu'elles peuvent apprendre aux autres, elles peuvent le montrer d'abord que c'est possible, ensuite quelques pistes pour que chacun puisse un peu faire de la même façon, faire plus avec moins. Et c'est exactement les questions qui sont posées à notre civilisation d'aujourd'hui. C'est bien ça, hein, l'économie d'énergie, le développement durable, toutes ces questions-là, c'est faire plus avec moins de consommation, moins d'énergie et avec des voies alternatives que les personnes handicapées explorent quotidiennement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'en trouvant les voies alternatives que nous pouvons justement continuer à exister et à faire ce que nous avons à faire, ce que nous souhaitons faire. Oui, vous m'avez volé les mots de la bouche parce que quand on entend effectivement faire plus avec moins, on a l'impression que c'est le programme d'une politique publique qui demande toujours de faire plus avec moins. Mais j'entends ce que vous dites et vous avez raison. Si on parlait du climat tout à l'heure, le monde vers lequel on va et les ressources qui disparaissent chaque jour nous pensent à repenser l'idée qu'il faut continuer à faire autant en tout cas ou différemment. Peut-être plus à sa manière, et toujours avec moins. Vous avez aussi soulevé la question de la confiance, en fait, hein, quand vous dites il faut prendre confiance en soi, savoir qu'on est capable. J'imagine que c'est crucial de générer, de préserver cette confiance pour accompagner la transformation d'un engagement vers le collectif. Émilie Sarrazin, vous ne pouvez que partager cette idée, mais comment justement on la favorise, comment on la préserve, comment on la nourrit, cette confiance? Oui, partage complètement et c'est marrant à quel point vous parliez, chez Simon, de cette question d'être les meilleurs. Si je peux me permettre un parallèle, effectivement, et particulièrement dans les quartiers populaires, il y a cette impression qu'il devrait être plus qu'il devrait plus participer. C'est-à-dire, on va regarder les choses en disant, bah oui, bah, il participe moins il faut qu'il fasse plus. Forcément, il faut qu'il fasse plus. Un peu comme s'il fallait montrer qu'on était dans la norme ou qu'on était dans quelque chose de, voilà, qui nous parle. Et je pense que ça, c'est un peu épuisant. En tout cas,
ouais, c'est pas forcément la bonne démarche. Alors, la confiance, évidemment, mais dans la confiance, il y a aussi, j'ai confiance parce que, alors il y a la confiance en soi, il y a la confiance dans les institutions et il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire, est-ce que les institutions ont confiance en nous, en fait? Est-ce qu'elles vont avoir confiance dans notre, on va dire, expertise, qu'elle soit d'usage ou de l'expertise tout court, en fait? Et ça, c'est pas toujours facile. Et je vais venir sur un tout petit exemple, en fait, qui m'a beaucoup marqué, y compris sur la question des conseils citoyens. Donc, en fait, avant la confiance, il faut, et sur la question de la participation, la sincérité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je demande à des citoyens de participer à une démarche? Et quel est le deal que je fais avec eux? Est-ce que je demande juste de participer? Est-ce que je demande une consultation? Est-ce que je demande une concertation? Est-ce que je demande une co-construction, etc. Et là où ça a été ravageur, cette histoire de convention climat, et c'est pas du tout un jugement, c'est que le sujet n'est pas le sujet du tirage au sort, le sujet c'est ce qu'on fait derrière, en fait. Moi je m'engage si on s'engage à écouter ce que j'ai à dire ou à faire ou ce genre de choses. Si jamais tout ça tombe à l'eau, bah en fait on recommence pour 10 ans de travail pour reprendre confiance, en fait, dans sa propre parole, en fait, et sa propre expertise. Je vais vous donner un exemple. Quand moi j'arrive au Conseil citoyen pour l'accompagnement et la formation des conseils citoyens, je discute avec un conseil citoyen qui avait été tiré au sort et qui avait pris cette chose-là comme une vraie grande mission, un jeune papa célibataire qui habite dans un quartier assez grand et qui malheureusement ne peut pas assister aux réunions le soir pour des raisons personnelles et notamment de travail. Et donc, tous les dimanches, pendant 3 mois, il fait le tour de son quartier avec ses 2 petits qui ont moins de 5 ans, pour voir où sont les endroits dangereux pour les enfants de cet âge-là, en dessous de 5 ans dans ce quartier-là. Donc, il fait sa petite carte, il explique que là, il y a peut-être des choses à faire, à changer, à bouger, etc. etc. Sincèrement, cette démarche-là était une vraie belle démarche de participation. Cet homme s'était senti investi de quelque chose, il avait été tiré au sort, il avait eu envie de donner de mettre sa pierre à l'édifice. Il a rendu ce dossier-là et il n'a jamais eu de réponse de la collectivité. Jamais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a jamais eu de réponse de la collectivité. Donc là où moi, j'ai une vraie question, c'est que finalement, la démarche de sincérité dans laquelle tout le monde doit s'engager quand on participe, et là c'est valable pour les institutions comme pour les citoyens, je ne m'engage pas pour être forcément un contre-pouvoir, je m'engage pour faire avancer mon environnement, eh bien alors ça peut marcher. Mais sinon c'est vraiment compliqué. Et moi j'ai toujours eu en tête le fait que l'exigence, c'est quand même de se dire pourquoi est-ce qu'on demande ça, en fait, de se le dire. Donc après, bien sûr que la question de la confiance, elle joue dans énormément de choses. Et là, on va parler de la confiance en soi. Est-ce que je peux parler en réunion? Est-ce que je me sens autorisée à dire? Est-ce que je crois que ce que je dis est utile à la société, etc., etc. Et tout ça, c'est extrêmement... Enfin, c'est des mécanismes qui sont des mécanismes longs, qui nécessitent une forme d'apprentissage, qu'on pourrait peut-être même d'ailleurs apprendre à l'école. Enfin, voilà, il y a tout ça, c'est des choses. Mais donc, j'imagine que vous, en tant que mouvement, vous discutez beaucoup. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette question de l'éducation populaire dans cette création de confiance, enfin, dans cette injection de confiance pour se sentir autorisé à aller voir l'enfant, aller voir la maîtresse de son élève, participer à un conseil citoyen, dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. En fait, tout ça, c'est pas une seule personne, c'est tout le monde qui l'entoure, c'est tous les gens qui l'entourent, quoi. Donc voilà, il n'y a pas qu'une seule matrice. Mais en tout cas, les ressorts de l'émancipation et de ces sujets de confiance, ils sont multiples, mais ils jouent beaucoup sur la sincérité et l'intention. Ouais. Oui, là, vous touchez à un point central. Alors, malheureusement, on n'a personne là du gouvernement sous la main pour essayer de comprendre comment, parfois, ça ne doit pas être instrumentalisé ou juste utilisé de manière gadget. Enfin, c'est-à-dire, on demande aux citoyens de travailler et puis on ne prend pas acte de leur travail. Et là, je crois que quand quelque chose de cet ordre se manifeste, c'est une perte de confiance terrible pour une décennie. Enfin, j'exagère, mais là, c'est un lien qui se casse et on se dit, bon, voilà, j'ai été utilisé. Alors, bon, ça serait un débat qui est très politique et à la frontière de la polémique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai enjeu de se dire, quand on donne le pouvoir aux citoyens, il faut bien s'assurer que c'est un pouvoir et que ce n'est pas juste une manière de faire de la politique. Jacques Guyard, je crois que vous avez des questions. C'est vraiment un point fondamental que vous venez d'aborder l'un et l'autre et qui ne se pose pas seulement au haut niveau de la politique.
Je disais tout à l'heure que nous formons des élus dans les conseils de collège ou de lycée. Eh bien, on constate dans certains cas que le même problème de sincérité existe, de reconnaissance par les partenaires adultes, et que ça peut créer de la démobilisation, de la perte de confiance en soi, et donc ça joue à tous les niveaux. Je pourrais dire que j'ai vu ça au niveau d'une copropriété, par exemple. Hein. Tous les niveaux de la vie sociale, inévitablement, se hiérarchisent, et il faut qu'à l'intérieur des hiérarchies, les confiances circulent. Et ça, c'est une éducation. J'ai été, Madame Sarrazin, j'ai été frappé par la demande que vous exprimiez de formation, dans certains cas, des participants au conseil. J'ai vu des membres d'un conseil de quartier demander la création d'un atelier d'urbanisme pour qu'eux-mêmes participent à l'évolution de la conception de leur quartier, etc. Tout ça, c'est le partage et c'est la création de la confiance. Car je ne crois pas qu'il est nécessaire de se sentir le meilleur. En revanche, je crois qu'on a vraiment besoin de se sentir de meilleur en meilleur, c'est-à-dire de progresser pour être capable de partager. Jean-Luc Simon, j'imagine que vous avez peut-être quelque chose à nous dire sur ce... Enfin, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées. Hein. Moi, je ne veux pas non plus passer trop de temps sur ce sentiment de défiance de la confiance, quelque part. De se dire, voilà, je ne suis pas écouté. Mais j'imagine que c'est quelque chose que vous avez peut-être ressenti, vous, personnellement, au sein des différents collectifs vers lesquels vous travaillez. Et puis, comment on fait justement pour surmonter ça? Parce que si on s'arrête là, on ne fait plus rien, en fait. Ce qui vient d'être dit est exactement ce que nous cherchons à mettre en œuvre. Ça m'a évoqué une chose, moi, qui m'a été transmise par Philippe Mérieux. Le vivre ensemble se fonde sur le faire ensemble. C'est-à-dire que c'est en faisant ensemble que nous allons apprendre à vivre ensemble. À partir du moment où on fait les choses, c'est pour ça que je suis un défenseur, enfin même plus que défenseur, je revendique la participation, plus de participation pour les personnes en situation de handicap, parce que pour apprendre à vivre avec, il faut faire avec, c'est tout. Et il y a plein de questions qui ne se posent pas et qui ne se poseront pas si on fait avec, tout simplement, et que les réponses vont venir. Et nous allons évidemment trouver les bonnes méthodes, ou en tout cas les méthodes adaptées pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vivre ensemble, tout simplement. Donc, et nous apprenons les uns des autres, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui ne se posent plus ensuite. Parce qu'effectivement, moi, quand je rencontre un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas forcément la réalité des personnes en situation de handicap, moi je suis en fauteuil roulant, ça ne se voit pas aujourd'hui, mais dans ce contexte-là, comme quoi le handicap, il y a une histoire de contexte, hein, ça dépend où je suis. Ici, il n'y a aucune conscience de ça. Si je vous dis rien, vous ne voyez rien. Mais c'est pareil pour plein de personnes, parce que moi, j'ai le label handicap porté, que je le porte sur moi 24 heures, pas 24 heures sur 24, parce que je ne le porte pas la nuit, mais mon fauteuil roulant en est le marqueur. Et donc, comme c'est en plus le symbole du handicap, la petite personne dans un fauteuil roulant, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué, parce que c'est un peu une minorité d'utilisateurs de fauteuils roulants. Je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de pourcents du total des personnes dites handicapées qui utilisent un fauteuil roulant. Donc ça m'a toujours amusé, parce que c'est une minorité qui représente la majorité. Mais ça, c'est juste une petite pirouette. Pirouette néanmoins intéressante. Hein. Je me permets de rebondir sur la pirouette parce qu'elle dit deux choses. Elle dit que finalement, le handicap ne peut être que être visible. Alors évidemment, puisqu'on doit avertir les gens, il faut bien montrer quelque chose qui est un symbole et qui signifie, qui est insignifiant. Mais néanmoins, ça serait intéressant à changer comme représentation. Alors, moi, je découvre là. Hein. J'imagine que c'est sans doute un combat. Le débat n'est pas nouveau. Voilà. J'imagine que c'est sans doute un combat de longue date. Mais je crois que la société commence seulement maintenant à parfois accepter certains combats et à changer justement les représentations, les codes pour être les plus inclusifs possibles. Et c'est vrai que ce signifiant est tout sauf inclusif, puisque, comme vous le dites, il concerne une minorité
de personnes handicapées. Et en plus, on se rend compte que le handicap, parfois, c'est des handicaps qui ne sont pas visibles et qui sont pour autant très importants. Mais là, je débarque un peu, je découvre la Lune sans doute. Mais en tout cas, je pense que ça sera un combat intéressant à mener, qui est déjà mené, mais qui pourrait peut-être arriver, qui pourrait peut-être porter ses fruits. Jean-Luc Simon, j'en profite juste parce que vous avez développé le concept de pérémulation. Vous pouvez nous l'expliquer, quand même, nous le détailler. Alors, on est peut-être sur un autre sujet, mais c'est intéressant quand même de le définir. Alors, vous avez 2 heures? Non, je plaisante, mais je suis justement en train je suis occupé en ce moment à écrire un article pour essayer de poser tout ça un peu sur le papier. C'est pas la première fois, cette pérémulation, c'est une pratique sur laquelle nous avons mis le mot pérémulation en 1994, aux premières Journées nationales pour la vie autonome, qui avaient été conduites par le Groupement français des personnes handicapées, l'association qui est membre de l'Organisation mondiale des personnes handicapées, donc insérée dans un réseau international et qui avait invité un certain nombre de représentants des pays. Il y avait la Hollande, l'Écosse, l'Allemagne, l'Italie, non pas l'Italie, je ne sais plus quel autre pays, principalement l'Europe du Nord, qui étaient des leaders, qui sont toujours d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont encore vivants, euh, qui, est- qui sont des leaders des mouvements pour la vie autonome et qui nous ont parlé d'une pratique que moi j'avais découvert lors d'un voyage en 92 aux États-Unis, qui était un mouvement de soutien mutuel, sur le peer support, le peer counseling. C'est-à-dire que des personnes en situation. J'étais allé visiter un centre à San Francisco où j'ai vu simplement, euh, dans un centre dédié aux personnes handicapées, une personne tétraplégique en train de faire une démonstration à une autre personne tétraplégique d'une aide technique qui pourrait lui être utile au milieu des Independent Living Centers, c'est-à-dire des centres pour la vie autonome, qui sont des endroits créés par les personnes en situation de handicap, et où on peut trouver des réponses à des questions d'autonomie qui concernent les personnes handicapées. Et ce soutien mutuel que j'ai vu, qui était concret dans ces centres-là, et qui se déroulait aussi en termes de formation, c'est-à-dire qu'on formait les peer counselors, les pairs émulateurs, les personnes qui transmettaient cette expérience, c'est-à-dire c'était simplement des personnes en situation de handicap qui donnaient des trucs euh, à d'autres. Je vous donne juste une image, mais qui est très représentative. On sait tous ce que c'est qu'un sac à dos. Moi, j'ai acheté un sac à dos et je rencontre beaucoup de mes collègues en fauteuil roulant qui ont des petits sacs à dos. On a toujours ça avec nous pour transporter différentes choses. Ça nous fait une belle poche. Et forcément, le sac à dos, j'ai commencé dans ma vie en fauteuil roulant à le mettre dans mon dos, puisque c'est un sac à dos. Donc, je l'ai accroché derrière. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Au bout de 20 ans, je vois quelqu'un arriver chez moi, un ami qui arrive chez moi en fauteuil roulant, et je vois entrer dans l'appartement et je vois qu'il avait le sac à dos, mais sur les genoux. Et ce jour-là, j'ai dit, mais bien sûr, mais bon sang, c'est bien sûr, un sac à genoux. Donc maintenant, j'appelle ça un sac à genoux parce que je le pose effectivement sur les genoux, tout simplement parce que c'est beaucoup plus accessible, tout est devant moi et accessible très rapidement. Et finalement, voilà un exemple. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre qu'un sac à dos pouvait être un sac à genoux. Et c'est-à-dire que je pouvais transformer les choses pour améliorer mon quotidien. Mais il a fallu pour ça que je sois un peu, parce que finalement, mon autonomie, elle est subversive. C'est-à-dire qu'elle vient interroger des règles et des us et des habitudes qui sont établies. Un sac à dos, ça se met dans le dos et qu'on ne se pose même pas la question de faire autre chose. Mais la restriction de capacité, l'incapacité et l'adaptation, en tout cas l'adaptation à l'environnement, oblige finalement à détourner l'usage d'un certain nombre d'outils et parfois à l'encontre des conventions. C'est-à-dire qu'un sac à dos, ça se met sur le dos. Si on le met sur les genoux, déjà, c'est déjà un acte subversif, pratiquement, parce qu'on détourne l'utilisation. Donc, il faut se détourner des us et des habitudes et aller au-delà des règles. C'est-à-dire qu'il faut oser finalement dépasser des règles. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça m'a toujours un peu amusé, donc ça ne me pose pas de problème, mais il m'a quand même fallu 20 ans pour arriver à comprendre qu'un sac à dos pouvait se mettre sur les genoux. Donc, vous voyez comment c'est compliqué. Et ça, c'est une personne en situation de handicap qui me l'a appris, parce que sinon, c'est pas quelqu'un d'autre qui aurait pu me l'apprendre, parce que il y a que nous qui utilisons ce genre de choses. Donc, vous voyez,
et donc, ça, si on le déplie dans plein d'autres situations, on va avoir des exemples à foison. C'est vraiment une transmission d'expérience, mais qui est pratico-pratique. Quand il a fallu, moi, que j'ose sortir dans la rue en fauteuil roulant, euh, parce que c'est toujours un peu gênant, on se demande des questions, comment les gens vont nous regarder, quelle image va avoir de moi. Enfin, c'est très compliqué au début, hein, quand on a, pour des personnes qui, comme moi, ont eu un accident en cours de vie, qui sont passées de l'état de valide à invalide. Et donc, de se déplacer en fauteuil roulant, l'image de soi et tout ça, arriver à rentrer dans un restaurant et à passer une commande et à finalement se comporter à l'aise, comme moi je me comporte maintenant au bout de 35 ans, 38 ans en fauteuil roulant, c'est pas évident, ça s'apprend. Et bien là, c'est une personne, j'ai eu mon tuteur, mon père émulateur, mais on ne connaissait pas le mot à ce moment-là. Qui m'a appris qui m'a entraîné, qui m'a appris à aller au restaurant et à m'amuser, à rire, à boire, à chanter et à vivre exactement finalement avec autant de satisfaction que n'importe qui. Et autant de problèmes, hein, voire des problèmes en tout cas un peu spécifiques parfois parce que les situations de handicap nous amènent dans des moments un peu surréalistes de temps en temps. Mais non, Voilà, pour la pérémulation, ensuite, on peut en parler non, de plein de façons. on va en reparler, mais je rebondis sur le sac à dos parce qu'en fait, je ne sais pas si je vais l'appeler le sac à dos ou le sac à genoux maintenant, hein, puisqu'on a bien compris que les deux usages sont possibles. Mais en tout cas, si je continue à appeler le sac à dos, c'est parce qu'il y a la puissance de la norme. Il y a la puissance, l'injonction de la norme de me dire, voilà, ça s'appelle un sac à dos et basta. Justement, pour rebondir là-dessus et puis de donner la parole à Émilie Sarrazin, quels sont pour vous ces sacs à dos qui deviennent des sacs à genoux par rapport aux jeunes que vous rencontrez dans les territoires? Parce qu'on a tous quelque part un sac à dos qui est parfois un peu lourd à porter ou surtout qu'on porte mal. Et puis on se comprend que ce sac à dos peut devenir un sac à genoux. Voilà, là vous me prenez un peu au débeauté parce que j'ai l'impression que la pérémulation, ça fait 25 ans qu'on en parle. Moi, ça m'évoquait un peu le fait que la question de cette fameuse expertise d'usage. Et ça a été assez fort ça s'est vu dans les quartiers, parce qu'on n'a pas que les jeunes dans les quartiers. On a aussi, d'ailleurs, on va avoir une vraie question sur le vieillissement des quartiers populaires, de certains quartiers populaires qu'on regarde pas forcément de la bonne manière pour le moment. Mais ça, c'est un sujet à côté. On l'a beaucoup vu dans les questions urbaines, c'est-à-dire que pendant 40 ans, on a décidé qu'il fallait changer les quartiers, donc on a mis l'école ici, le stade de foot ici, et puis machin, puis on a fait des allées comme ça, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu compliqué parce que, on s'est rendu compte que la façon dont les quartiers étaient pensés n'était pas pensée pour ceux qui y vivaient. Donc eux, ils avaient une façon de faire qui était différente. Donc on voyait, et on le voit souvent, mais c'est pas que dans les quartiers. D'ailleurs, on voit souvent qu'il va y avoir des petits raccourcis qui vont être pris parce que c'est plus facile de passer par la petite butte que faire le contourner la petite butte. Il va y avoir des choses qui vont être prises. Donc c'est ce qui, pour moi, les sacs à dos ou les sacs, c'est plutôt la question de si on demande, si on n'accompagne pas si on questionne pas les usages, alors en fait on sera toujours un tout petit peu à côté, et donc ce sera forcément ces questions de normes. Donc moi je trouve ça plutôt ça m'évoquait ça plutôt, cette histoire de sac à dos, c'est à chaque fois d'observer un petit peu quand on fait un nouvel équipement public, quand on fait un nouvel aménagement à l'extérieur d'un quartier, etc. En fait, si on demande juste la couleur des pots de fleurs, on n'aura pas de question d'usage, en fait. On dira c'est peut-être un peu plus joli, mais finalement quand on met, ça se voit aussi chez les associations de cyclistes, un petit peu partout, c'est-à-dire demande à nous comment est-ce qu'on peut organiser notre propre vie et notre propre façon de se mouvoir dans un quartier, par exemple. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt ça, quoi. C'est de voir comment est-ce qu'en fait, parfois, il y a des choses, y compris de l'argent public qui est pas utilisé à bon escient, parce que finalement, l'usage de l'espace public, par exemple, n'est pas ce qui est pensé par ceux qui ont décidé de la façon dont les quartiers seraient organisés, en fait. Donc moi, c'est plutôt ça que ça m'évoquait quand vous parliez des sacs à dos, monsieur Simon, que ça, en fait. Voilà. Vous avez très bien rebondi parce que c'est vrai que ma question était un petit peu alambiquée et vous avez réussi à transformer ma question alambiquée en réponse pertinente. Jacques, est-ce qu'on a des questions? Il y en a une. Alors votre micro, parce que ça aussi c'est un usage que vous en faites détourner transgressif, Jacques, du micro, mais je ne sais pas si c'est pour le meilleur.
Oui, il y a une question qui vient là. Comment arriver à évaluer l'efficacité, la bonne adaptation des décisions qui se concertent comme ça? Mm. Comment démontrer qu'il y a une amélioration de l'action Mm. publique grâce à ce travail? Mm. Je, Mm. je le vois assez bien pour le CNCPH, je dois dire. L'ayant vécu, c'est plus difficilement démontrable dans des concertations plus locales, quoi. Mm. Comment Je suis faites-vous? absolument d'accord. Bah, c'est pas, pour le coup, c'est pas ma partie, mais je trouve que là, vous pointez une vraie question sur la question de la partie, enfin, un vrai sujet sur la question de la participation. C'est finalement l'évaluation. Alors, je sais que c'est toujours compliqué de passer en permanence, de travailler en permanence sur la question de l'évaluation des politiques publiques, mais c'est vrai que chez nous, cette question de l'évaluation, elle n'est pas vraiment au réel et particulièrement sur la participation. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit que moi, j'étais une forte optimiste, je l'évalue intuitivement en me disant que si dans les conseils citoyens, il y a au moins une personne qui n'avait pas été reparée par les pouvoirs publics, qui n'était pas le fameux citoyen professionnel ou habitant professionnel que tout le monde connaît, qui n'est pas le responsable associatif. Si une de ces personnes s'est sentie autorisée à, je considère qu'il y a une forme de victoire. Mais ce n'est pas de l'évaluation, en fait. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, pardon. L'évaluation, elle est pour le moment pas pensée, en fait, ou alors elle est extrêmement institutionnelle. Et pour revenir à ce qu'on se disait sur la question, est-ce que je vous disais sur la question, est-ce qu'on fait participer parce qu'on veut valoriser ou être en complément de la démocratie représentative? Alors, si c'est cette version-là, l'évaluation pourrait être le taux de participation au vote, le taux de participation des citoyens dans les élections qui ont lieu régulièrement. Or, on ne voit pas de corrélation, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de dispositifs de participation partout sur le territoire et il n'y a jamais eu autant de taux d'abstention, en fait. Donc, ça m'incite à dire que, du coup, il faut axer la question de la participation plutôt sur la façon que les individus pourraient être plus, enfin voilà, sur la question de l'émancipation plutôt que des pouvoirs publics. Peut-être que là, si on prend cette voie-là, ça pourrait peut-être un peu changer, mais je suis complètement d'accord avec vous. En fait, c'est compliqué. C'est que moi, j'ai tendance à brandir avec un drapeau la question de cette participation, de la place des conseils citoyens, de plus on fait participer les gens, plus on est dans une société qui est une société démocratique et qui est une société qui va bien, on va dire les choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien pour l'évaluer. Ça. Donc, je ne peux pas vous répondre. Et en plus, je ne suis pas maire de ma ville, ni même en responsabilité. Non, mais vous avez parfaitement répondu à ma question parce que je suis comme vous et secoué par les efforts de participation réelle qui s'organisent et la baisse du taux de participation aux élections. C'est-à-dire qu'on a là une question majeure dont je ne suis pas sûr qu'elle soit liée au développement des formes de participation. Moi, je crois aussi que dès qu'on associe 3 personnes de plus, c'est un progrès et ça se voit dans la vie quotidienne. Absolument. Mais une question aussi qui monte là. Est-ce que quelle différence faites-vous entre liberté d'expression et participation? Les deux sont liés. Hein. Ça, c'est une question d'un de nos internautes, c'est ça? D'un de nos internautes, ah oui. oui. Donc là, c'est Dominique Quinchon qui pose ça du Var. C'est presque une question philosophique, là encore. Hein. Jean-Luc Simon, vous n'avez pas 2 heures pour nous répondre. Hein. Mais par contre, vous pouvez peut-être amorcer une réponse. Vous voulez répéter la question? On va répéter la question. Jacques. Est-ce que vous faites une différence entre liberté d'expression à l'intérieur de vos organisations et participation? Quelle différence de quel niveau? Différence entre liberté d'expression et participation. Là, c'est une question, vous avez 2 heures. Non, j'ai dit justement, Jean-Luc, que vous n'avez pas 2 heures en préambule. Pour moi, la participation, c'est vraiment d'abord une question. La clé, c'est la motivation. C'est pour ça que ce qu'on pratique, nous, en termes de soutien mutuel et de pair-émulation, c'est-à-dire comment je peux motiver
à encourager celui qui me fait face, avec lequel je partage des conditions de vie, comment est-ce que je peux l'encourager à se dépasser, c'est-à-dire à dépasser la situation, à aller plus loin que ce qu'il croit qu'il peut aller. Parce que c'est un petit peu ça le challenge qui nous fait face quand on a affaire à des situations de handicap, c'est que nous devons aller au-delà de ce dont nous croyons que nous sommes capables. Parce qu'en général, moi, quand je suis arrivé en fauteuil roulant, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. En tout cas, avant mon accident, vous m'auriez dit, tu vas finir ta vie en fauteuil roulant. Je vous aurais dit, c'est impossible, je vais me flinguer, c'est pas, faudra me tuer. Et j'y arriverai pas. Alors que je vis une vie, finalement, je me suis adapté. Je suis allé au-delà de ce que je croyais, ce que je croyais possible. Et c'est le cas dans beaucoup de cas. Nous allons souvent, quand nous sommes obligés de le faire, parce que notre vie est en jeu, ou la vie de nos proches est en jeu, parce qu'il faut se bagarrer, il y a urgence, nous allons souvent au-delà de ce que nous croyons possible. Ça veut dire que nous sommes tous en possession de capacités que nous ne soupçonnons pas. Donc, ayons confiance, nous avons les ressources pour faire face et nous allons faire face. Donc, c'est vraiment cette question-là, moi, qui me motive. Ensuite, sur la question liberté d'expression ou participation, la participation, euh, c'est vraiment construire, c'est-à-dire comment est-ce que je peux poser ma brique et trouver la place de ma brique au milieu des autres briques. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un jeu collectif. La liberté d'expression, elle existe, la liberté d'expression. Ce qu'elle produit ou ce qu'elle ne produit pas, ou ce qu'elle produit de bon ou de contre-productif, finalement, dépend un petit peu de plein de critères. Il y a, Internet est un endroit de liberté d'expression, avec des bornes aussi, hein, qui sont là quand même. Euh, mais est-ce que c'est un endroit de participation? Est-ce que la participation, il est facile de participer peut-être sur Internet, d'ailleurs il est souvent plus facile de, 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 de susciter la participation Internet, parce que là, ça peut se faire très facilement, qu'une participation sur le terrain et qui implique de sa personne, c'est-à-dire où il faut se déplacer, se bouger, parler, s'exprimer et bouger son corps. Euh, mais la liberté d'expression est quelque chose de plus passif, finalement. La liberté d'expression, elle est ouverte à tout le monde et elle est, je ne sais pas comment on peut la borner. Elle a Euh, des bornes, évidemment. Si je peux Mais, me permettre une petite, Bah, hein. de participer justement à la réponse. Mm. Il me semble que la différence entre liberté d'expression et participation, c'est presque la différence entre l'individuel et le collectif. Ouais, c'est ce que Parce que j'allais dire. la Ouais. liberté d'expression, c'est individuel, on est là, on dit ce qu'on veut. Vous parliez d'Internet, je pense que vous pensez aux réseaux sociaux, par exemple, où on va exprimer une parole, mais elle n'engage que nous. Et la ouais, participation, on ne peut pas participer seul. c'est vrai. On a besoin Moi, de la liberté d'expression pour participer, mais ça se fait en collectif. Moi, on a vécu quelque chose, on a vécu une situation un peu dramatique à Nantes il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui a bouleversé un peu la ville, qui est la mort d'un jeune homme sous les coups par les balles d'un policier et qui s'est avéré par ailleurs une bavure. Et donc, on a eu 4-5 jours d'émeutes à Nantes, comme certaines villes ont pu connaître ça à certains moments. Et donc, on a réuni les conseillers citoyens à ce moment-là. Donc, très en émotion, très difficile, ça brûlait partout, on avait des bibliothèques qui brûlaient, des centres sociaux, etc., des maisons de l'emploi. Vraiment, on avait fait 4-5 jours compliqués. Et on réunit les conseils citoyens. Alors, ceux qui viennent sont voilà, tous très différents, parce que, comme je vous disais, tirés au sort. Donc, on a toutes les opinions qui se rejoignent, qui sont là et qui sont dans une salle. On est 40 à peu près, passer l'émotion. Ben, on s'aperçoit qu'effectivement, la différence entre la participation et la liberté d'expression, c'est que j'ai le droit de dire que ce jeune-là, parce qu'il s'est dit des choses extrêmement dures, extrêmement difficiles à entendre. Ce jeune, il l'a cherché. Moi, je suis triste pour la carrière du policier. Et que fait machin, etc. Bon, voilà, c'était des choses qui étaient compliquées. Mais ça relève de la liberté la liberté d'expression. Quant à la participation, c'est le moment où ils se sont tous dit
comment est-ce qu'on peut faire une tribune des conseillers citoyens et comment est-ce qu'on peut mettre au pot commun nos idées et faire en sorte de faire, nous, notre tribune, indépendamment de ce que je vais penser, de ce qui est en train de se passer. Et moi, là, j'ai vraiment vécu ça de plein fouet, c'est-à-dire, ben oui, j'ai le droit de dire, liberté d'expression, mais le collectif qui est engagé par la participation m'oblige à être dans un tissage de liens qui est permanent en fait là-dedans. Et moi, je vois qu'il y a, enfin, c'est vraiment ça la différence. Ouais, ouais. Non, mais c'est une question intéressante, hein, puisque justement, elle nous permet de nous questionner d'ailleurs sur ce qu'est la liberté d'expression, les limites, et puis c'est la question aussi un petit peu de la transformation, en fait, hein, comment on arrive à transformer cette liberté d'expression, cette prise de parole, en quelque chose de constructif. Jacques, est-ce qu'il y a une autre question? Non, moi j'en ai une, hein. J'en ai Et une parce que je ne sais pas si on l'a assez abordé, et je sens que ça fait partie justement de vos envies. Quand on parle de liberté d'expression, il faut aussi s'autoriser. L'autorisation à parler, l'autorisation à avoir un avis. Alors, on l'avait dit tout à l'heure dans la question de la confiance, mais je pense qu'on est tellement en perte. Il doit y avoir un gâchis d'idées, de réflexions incroyables, parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'autorisent pas à la prendre, cette parole. Jean-Luc Simon. Il faut effectivement oser, et c'est pas, on n'est pas souvent, nous ne sommes pas ni formés ni encouragés à le faire, à nous exprimer. C'est tout ce que j'essaie d'exprimer tout à l'heure, c'est par rapport à, parfois l'autonomie en situation de handicap nous oblige à non pas, mais nous oblige à franchir des lignes, c'est-à-dire à aller au-delà de ce qui est convenant, bien séant ou autre, c'est-à-dire à nous arranger de la norme et à nous en affranchir surtout. Donc ça, c'est plutôt compliqué. Rappelez-moi la question parce que je me suis perdu déjà. Non, la question, c'était justement comment on arrive à mettre en place les conditions de l'autorisation à se sentir légitime pour prendre la parole. Et je disais que voilà, que puisqu'on est beaucoup justement dans le gâchis, on parle beaucoup de gâchis des ressources, etc. Il y a sans doute un gâchis d'idées aussi, un gâchis d'idées de gens qui justement n'usent pas de leur liberté d'expression. C'était pour reprendre les propos de notre internaute, parce qu'ils ne se sentent pas autorisés. Ils pensent que leur parole ne vaut rien et qu'ils n'en ont rien à dire dessus, ou alors qu'ils se disent qu'on ne m'écoutera pas. Ça, c'est très culturel aussi. Je veux dire, c'est tout notre rapport à l'autorité, c'est tout notre rapport à- à la loi du chef. Enfin bon, c'est vraiment une question. Euh, c'est une question globale. C'est une question. Comment est-ce que je peux m'autoriser à aller au-delà de ce qui est convenu et convenant de faire? Comment est-ce que je peux m'affranchir des règles? C'est vraiment c'est une liberté. C'est quelque part, c'est une liberté qui répond quand même à certaines règles. C'est-à-dire que c'est une liberté qu'il faut apprendre à dompter, je dirais presque. Euh, C'est-à-dire que la liberté n'est pas quelque chose qui est forcément facile à gérer. C'est-à-dire que la liberté on doit, la liberté, ça s'apprend. Il faut apprendre la liberté finalement parce que euh, nous ne sommes, un peu comme les droits, hein, nous ne sommes libres que si les autres à côté de moi sont libres. Mes droits n'existent que si ceux de mes concitoyens et concitoyennes sont respectés. Euh, je n'existe que parce que les autres sont là aussi, que parce que je suis accroché aux autres. Donc on est vraiment dans une question très transversale. Moi, je pense que les conditions de l'autorisation, comme vous dites, ce qu'on pourrait appeler lever un peu les phénomènes de l'autocensure, ou c'est un peu ça dont on parle aussi, quoi. C'est qu'une fois qu'on a décidé de lever l'autocensure ou de lever ça pour l'autocensure, je pense que ces conditions-là, et c'est pour ça que je suis une fervente défenseuse de tout ce qu'on appelle l'éducation populaire, etc. C'est qu'elle se joue, ce que je disais tout à l'heure, elle ne se joue pas que d'un individu à un autre individu. Ce sont des conditions qui partent du début de la création de ces fameux citoyens, etc. C'est se sentir autorisé c'est quelqu'un qui nous a dit à un moment donné, tu peux y aller, en fait. C'est ça la question. Et ce que tu vas
va me dire, je vais l'entendre. Et ça, c'est valable à 4 ans, mais comme à 17, comme à 25 ou à 35. Ce qui est important, c'est le dialogue qui est mis en place et les conditions de ce dialogue. Il n'y a rien de plus dévastateur quand un conseiller citoyen d'un quartier populaire, mais par ailleurs, partout, on va dire les choses comme ça, se pointe dans une réunion et entend des acronymes imbitables, des copiles, des enrues, des GT, etc., etc. En fait, on lui dit, tu n'es pas de mon monde, tu n'es pas de ce niveau-là, ce n'est pas à toi de décider, en fait. Donc, moi, je crois qu'en fait, la responsabilité, c'est d'abord une responsabilité qui est bien sûr individuelle, mais cela dit, passer ça, moi, j'estime qu'en tant qu'association, j'ai une responsabilité, y compris association d'éducation populaire, j'ai une responsabilité, comme je considère que l'institution qui doit faire participer ses concitoyens a une responsabilité qui est celle d'assumer qu'il y ait des participations qui soient différentes, d'assumer qu'il y ait des contre-pouvoirs, d'éviter les rigidités aussi des espaces de participation, des cadres, de comprendre aussi qu'il y a on fonctionne différemment et tout ça, en fait, parfois, je m'amuse à observer ça quand je vais dans des réunions organisées par ma commune. Je me rends compte qu'on est peut-être que 10 à comprendre ça, en fait. Et tout ça, en fait, ça prend du temps. C'est ce que nous, on appelle de la haute couture, de la participation. C'est qu'en fait, il faut en permanence regarder comment, à qui et pourquoi je m'adresse, en fait. Et encore une fois, il y a cette question contractuelle. Donc, pour moi, lever l'autocensure, c'est pas quelque chose qui est du propre, enfin, qu'on peut réussir à faire tout seul, en fait. C'est une responsabilité qui est une chaîne de responsabilité. Et ça, faut jamais l'oublier, en fait. Et on a tendance parfois à se dire, bon, bah, voilà, tout le mérite à l'individu, donc celui qui sortira du lot, ce sera le meilleur, et point final, en fait. Bah non, en fait, voilà, je me permets cette petite incartade. J'aime beaucoup l'image de la haute couture de la participation, même si celle-ci ne doit Mm, jamais ne rester qu'un luxe. Mais en mm, tout cas, exactement. c'est une très jolie image. Alors, je parlais de liberté d'expression tout à l'heure. Eh bien, Dominique Gillot a pris sa liberté d'expression et elle est venue dans cette table ronde. Je ne vais pas dire qu'elle s'y est invitée, puisque c'est en tant que présidente des PEP, un peu elle qui nous reçoit. Mais en tout cas, elle jouit dès maintenant de sa liberté d'expression pour vous poser une question, une remarque. Je ne sais pas, je vais le découvrir. Oui, c'est à la fois une remarque et une question. Ben, moi, je connais bien Jean-Luc, hein, on a longuement discuté souvent ensemble et tout, et sur la question de l'autorisation de parler, la levée de l'autocensure, qui passe aussi par l'estime de soi, la confiance dans ce qu'on est capable d'apporter aux autres, et la conscience aussi de ce qu'on peut apporter aux autres. Quelquefois, cette conscience, elle est interdite par d'autres qui ne vous reconnaissent pas dans cette démarche. Et ça, c'est ce que vous avez exprimé. Et je voudrais rappeler à Jean-Luc des épisodes qu'il a vécu à mes côtés ou pas loin, où quelquefois, quand je prenais la parole en tant que présidente du CNCPH, quelques personnes dans l'Assemblée me jugeaient illégitime à parler de ces sujets-là parce que je n'étais pas moi-même, ce qu'ils en savaient, touchée par le handicap, ni parce que moi-même, ni par ce que j'aurais été maman d'enfants handicapés. Et ça, c'est une adversité qui forge aussi le caractère et qui forge l'argumentation et l'humilité à argumenter pour être des nôtres, quoi, pour faire un collectif. Donc il y faut à la fois beaucoup de conscience de ce qu'on est capable de porter et de porter avec les autres, mais aussi d'humilité pour accepter d'être challengé, d'être mise en cause par le collectif auquel on veut appartenir. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, que c'est compliqué et que quelquefois ça peut être déprimant, voire décourageant, et qu'il est important de trouver des étais, des mentors, des supports, des soutiens dans le collectif pour aller jusque-là. Donc Jean-Luc qui a changé de statut dans sa vie personnelle, je pense que tu as dû vivre ça à plusieurs reprises et que tu as construit ta personnalité avec cette adversité quelquefois. Dans cette adversité, parce on parle aujourd'hui beaucoup, on entend beaucoup aujourd'hui parler du validisme. Hein, c'est un terme qui a déboulé sur les réseaux en français récemment. On parle de abléisme,
qui est une notion, ça vient de l'Angleterre aussi, ça, hein, comme handicap, en termes de terminologie. Nous sommes nourris en termes de handicap par la sémantique anglaise en ce moment. Mais effectivement, cet abléisme, c'est-à-dire ce validisme, c'est une espèce. Ça, c'est un mot qui est posé sur un sentiment, sur quelque chose que nous rencontrons. Je dis nous, là, je parle de nous, les personnes handicapées. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne dans mon dos. Bon. Donc, ce validisme, il y a une dimension, moi, qui me rebute un peu, c'est de dire, c'est comme si ça exprime un sentiment, c'est-à-dire que, comme s'il y avait une adversité. C'est pas ce sentiment d'adversité. En tout cas, c'est un sentiment qui est un sentiment de déconsidération des personnes en situation de handicap qui se sont déconsidérées et surtout challengées continuellement à leur désavantage dans un monde qui favorise quelque part les valides. La course, ils ne sont pas les gagnants de la course, quoi. Nous sommes continuellement dépassés par des personnes en situation, par des personnes non handicapées qui finalement ne prennent pas conscience, ils avancent tout simplement et finalement ils avancent à leur rythme, hein, comme nous aurions avancé avec toutes leurs capacités et finalement finissent par nous oublier un petit peu sur le côté. Je crois que c'est ce sentiment-là qui est exprimé en ce moment. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Ça me fait. Alors, moi qui viens d'une culture associative radicale, on va dire, nourrie par nourrie à l'anglophone, hein, par la pensée anglo-saxonne, je trouve cette notion de validisme un petit peu. Je ne voudrais pas qu'on règle des comptes avec ça, quoi. Il y a une espèce de rancœur, mais que je comprends totalement parce que je la ressens moi-même souvent. Parce que nous avons l'impression d'être mis sur le côté, poussés sur le côté un petit peu de temps en temps. Nous ne sommes pas assez visibles et il faut que nous le soyons plus. Je suis en train d'écrire un article sur la question de la pérémulation et c'est vrai que je suis en train de réunir des éléments et je remontais à 2018, au souvenir d'un colloque de la CNSA et qui était sur le thème de la participation justement et de l'expertise d'usage. Et nous avions la ministre, Sophie Cluzel, qui s'est exprimée en tant que parent. Nous avions un témoin. Mais nous avons entendu rien sur nous sans nous, dit de la tribune, de personnes non handicapées. C'est juste pour expliquer un petit peu le sentiment, les sentiments que nous pouvons en savoir. Mais nous avons entendu le slogan rien sur nous sans nous, donné de la tribune, exprimé par deux personnes non handicapées, des parents, hein, qui ont leurs propres difficultés et que je ne nie pas, hein, il n'y a pas de problème. Avec un autre témoin qui était non handicapé et qui reprenait un slogan qui a été lancé, en tout cas relancé par l'Organisation mondiale des personnes handicapées, qui a été le slogan qui a été mis au jour par notre organisation, par les personnes elles-mêmes en situation de handicap, et de voir ce slogan repris par des personnes non handicapées sur une scène. Et moi, j'étais avec 4 ou 5 autres personnes en fauteuil roulant. Nous étions en haut de la salle dans un amphithéâtre pas très accessible, un petit peu dans le noir. Si vous voulez, ce sentiment-là a été, pour moi, ça a été un moment violent. C'est-à-dire que je me suis senti, j'ai pris une baffe, quoi. Parce que je me suis dit, bon sang, et c'est un peu le même sentiment que quand, par exemple, je monte dans un bus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a des bus à plancher bas. Nous avons mis 20 ans, quand je dis nous avons mis, les organisations de défense des droits des personnes handicapées, nous avons mis une vingtaine d'années à obtenir cette norme de la Commission européenne qui a été mise en œuvre avec la directive qui est de 2001. Et donc, les bus à plancher bas sont arrivés. Et aujourd'hui, je monte dans les bus à Paris qui sont à plancher bas parce que maintenant, là, nous avons obtenu la norme. Et j'ai parfois des difficultés à y trouver ma place parce qu'il y a des valises, parce qu'il y a des landaux, parce qu'il y a l'espace est occupé et j'ai du mal parfois. Alors, j'essaie toujours de le prendre avec humour, tant que c'est possible, de dire, vous savez, par exemple, moi, vous savez, si vous êtes là, par exemple, avec votre poussette, c'est parce que j'y ai beaucoup travaillé et que je suis très content que vous en profitiez, mais moi, j'aimerais bien trouver une petite place à côté de vous. Donc voilà, tout ce qu'on est en train d'essayer. Mais ce sentiment-là, et je vous promets que des fois, il y a un jour, une maman, j'en ai même de l'émotion encore, même plusieurs années après, la maman qui tenait la poussette de fauteuil roulant, et
Le chauffeur a demandé, il y avait 4 poussettes dans le bus, je n'arrivais pas à trouver de place. Le chauffeur a demandé à la dernière dame en poussette de sortir. Cette jeune femme d'une vingtaine d'années m'a regardé en sortant du bus en me disant « Toi, j'espère que tu vas crever de ton handicap ». Voilà ce qu'on rencontre dans le bus. Donc, vous voyez qu'un peu cette adversité, elle est nourrie aussi de craintes, de peurs, d'expériences qui sont des expériences parfois qui sont des grosses baffes. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, on est dans un équilibre. Il faut vraiment que nous trouvions les voies d'une collaboration constructive. J'appelle ça comme ça. Parce qu'il faut que nous trouvions des alliances et que nous allions au-delà de nos... J'ai vu un jour une troupe de chiens chasser le chien de la meute qui était devenu invalide, qui avait une patte coupée ou cassée. Et ils l'ont chassé. Et cette espèce de sentiment d'animal, c'est un peu ça qui ressort quand j'ai entendu cette jeune femme, cette espèce de bestialité qui est en nous et qu'il faut maîtriser. Nous sommes humains finalement, et la qualité de l'humain, c'est justement pouvoir maîtriser ses émotions. Donc il faut absolument. Mais ça veut dire que ce rejet de l'infirme, il est en nous tous. Il est ce qui nourrit notre peur finalement, notre crainte, notre gêne, notre embarras face à la déficience, aux personnes handicapées. Et donc si nous ne le maîtrisons pas, nous avons du mal. Donc voilà un peu les enjeux de tout ça. Ce dans quoi nous sommes, nous, arrivés. Vous vous rendez compte que comment je vais encourager, moi, une jeune fille paraplégique à prendre le bus parce qu'il faut qu'elle soit incluse, ou en tout cas qu'elle joue l'inclusion, qu'elle essaye de vivre avec au milieu des autres, tout simplement. Comment je peux l'encourager en sachant qu'elle risque de rencontrer des événements pareils? Je ne veux pas l'envoyer non plus au bûcher, quoi. Je veux dire, il faut, c'est toute la valeur de l'action associative maintenant, c'est que notre objectif est maintenant de faire du renforcement des capacités, renforcer le pouvoir d'agir de chacun pour que les jeunes, quand ils prennent le bus, ou jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas quand on prend le bus dans un fauteuil roulant, qu'on soit suffisamment armé pour faire face à des situations telles que celle-là, parce qu'elles risquent d'arriver. Exactement. Et ce que je vous ai raconté n'est qu'un événement au milieu de Oui, bien sûr, plein d'autres. mais c'est aussi par rapport à des événements qui sont marquants, qui sont des images qui nous permettent parfois de bien comprendre les choses. En tout cas, c'est une forme de pédagogie. Merci Jean-Luc Simon, merci Émilie Sarrazin. On a dépassé de 3 minutes cette dernière table ronde, mais c'est pas grave parce que l'anecdote en valait la peine. Alors j'avais un peu peur, pour rien vous cacher, Jean-Luc, quand vous terminez sur cette histoire, je me suis dit on va pas terminer sur une note triste, une note justement un peu triste, et vous avez réussi à la transformer, cette tristesse, en quelque chose de positif, et c'est exactement ce que vous faites en fait. Je crois que c'est ça que je garde en mémoire, c'est arriver à transformer une émotion, donc de négative, forte, traumatisante, en réflexion et après en moyen d'agir. Et là, finalement, on est dans la transformation, on est dans la participation. Et je sais que c'est un combat de Émilie Sarrazin dont je vais laisser le tout dernier mot, quand même par politesse, avant de clore cette table ronde. Je ne me permettrai pas, je vous remercie juste. Et rien de... Non, je ne clôt pas ce genre de débat. Non, c'était juste pour être certain. C'était comme on a parlé de l'autorisation à la parole, je voulais quand même pas la confisquer. Je voulais être certain que cette autorisation soit donnée, même si elle m'est renvoyée. Et donc, je vais conclure avec grand plaisir. Merci à vous, à vous deux d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous. Sachant qu'on n'était que 2 au lieu d'être 3, et ça a été passionnant pendant plus d'1 heure et quart. Merci beaucoup et à très bientôt.